Bonjour, On va revenir, Sophie. nous, sur ce qui s'est passé la semaine dernière du côté des nouvelles économiques. Oui, effectivement. Interprétation de ces Vous allez bien, données-là. Sophie? Ça va très bien. Toujours le fun de vous retrouver. Je vais me remettre dedans, là. Oui, je suis inquiète. Alors, revue des marchés en premier, puis après ça, ben, on a un petit topo. Oui. Pétrole 101. On va essayer de démystifier ça, le Brent WTI, comment négocier ça sans être obligé d'aller s'acheter des barils de pétrole puis stocker ça dans son garage. Alors, revue des marchés en premier, évidemment américain, données économiques de la semaine dernière, quand même pas mal chargé. On avait le PPI, le prix des producteurs, qui est, et bon, avec M. Gagnon, règle générale, il vérifie si mes données sont exactes en temps réel, donc jamais... ça ne correspond pas aux tiennes, vous me le dites, puis on va corriger ça. Oui, donc, c'était prévu à moins 0,1 et c'est sorti à 0,2. Bon, on sait que habituellement, on met une couleur à savoir si c'est positif ou négatif. C'est toujours plus compliqué avec le PPI, CPI parce qu'il n'y a pas vraiment... C'est pas une question, ça monte trop, c'est pas nécessairement bon. Ça monte pas assez, c'est pas bon non plus. Donc, on laisse ça un petit peu neutre. Dans le fond, c'est une espèce d'équilibre qu'il faut tenir. Et jusqu'à date, l'équilibre semble être tenu. Puis au niveau du CPI, qu'on va voir tantôt, on est à peu près dans la même fourchette, bien qu'on sait que la Fed, elle, aimerait que ça monte un petit peu plus l'inflation, mais pour le moment, c'est plutôt stable. Voici là, le graphique, d'ailleurs, qui donne une perspective. Là, depuis 2011, on voit que c'est pas mal en dents de scie, mais on est au-dessus du zéro. On voit là, la ligne bleue ici, c'est le PPI, et les petites barres grises, c'est sans les aliments et l'énergie. Donc, on voit que c'est à peu près à 2 actuellement. Et on a toujours l'habitude de voir si ça a produit un effet sur les marchés. Alors, le graphique ici, je rappelle aux auditeurs que la portion bleue... C'était plus fort que prévu. 0,2, vous avez montré, c'était moins 0,1. Voilà, c'est les mêmes données que j'ai ici. Voilà. Et il y a une certaine corrélation avec le marché. La partie bleue ici, c'est avant 9h30. Donc, on est en pre-market. Oui. Alors, c'est un graphique fourni par Disnat, qui met de la plateforme d'accès direct. On peut voir, les gens qui ont ça, à 8h30, déjà, en pre-market, on peut voir ce que l'annonce, la donnée économique, ça a un impact ou pas sur les marchés. On voit qu'à 8h30, c'était plutôt flat, là. Il n'y a pas eu vraiment de mouvement. Mais à l'ouverture à 9h30, là, quand la transition là, du bleu au noir, là, ça a décollé. Et on est monté après ça toute la journée. On utilise le SPY ici pour représenter là, le marché qui est l'ETF du S&P 500. Les nouvelles constructions résidentielles, mercredi, par contre, ça l'a déçu un petit peu. C'est sorti en bas des attentes, c'est pour ça qu'on met ça rouge. Là. Alors, 1 009 000, on attendait 1 028 000. C'est pas beaucoup, mais on sait que les analystes sont frileux quand ça ne sort pas au chiffre qu'ils voulaient. C'est jamais une bonne nouvelle. Ça ne transpose pas toujours sur les marchés, on va le voir tantôt. Par contre, les permis, eux, ont compensé, parce que les permis ont sorti meilleur que prévu. 1,080 sur 1,035. Très belle courbe hein, au niveau... en général, l'immobilier aux États-Unis, là, on peut pas se plaindre. Là, depuis 2009, c'est en croissance constante. Là. Voilà. Les bâtonnets gris, c'est les permis. Puis la ligne bleue, c'est la moyenne sur 5 mois pour les housing stock, nouvelles constructions résidentielles. Il y avait les fameuses minutes du meeting. Il y avait eu le meeting, là, 2 semaines, 3 semaines, c'est 3 semaines après les minutes. Et là, c'est les minutes. Pourquoi on s'attarde à ça? Probablement, on les décortique, on essaie de vulgariser ça. Qu'est-ce qui s'est écrit? Mais ce qui est toujours surprenant, c'est qu'en théorie, ce qui s'écrit dans des minutes, pour les gens qui connaissent ça, des minutes, là, c'est une transcription intégrale, soi-disant, du meeting qu'il y a eu avant. Mais pour ça, de raison, on dirait que quand Wall Street relit les minutes, des fois, ils disent, bien, quand on ça, il me semble que je n'avais pas compris ça comme ça. Et ça a, des fois, là, ça fait bouger les marchés. Donc, complexité et divergence qu'on a relevé dans les minutes du dernier meeting. La DQ est terminée. Hein? Ils ont, évidemment, là, cessé là, de diminuer leur achat d'actifs, là, la dernière fois, au dernier meeting. Là, c'est la complexité qui s'installe parce que l'emphase est maintenant sur les taux d'intérêt. Hein? Bon, ça, c'est le sujet du jour, qui sont étroitement liés à la santé économique, l'inflation, l'emploi et finalement tout le reste. Donc, tu sais, la Fed est toujours en train de dire oui, peut-être qu'on va monter, peut-être pas, ça va dépendre comment ça va aller. C'est toujours un peu le même discours, mais bon, on n'a pas le choix, il faut vivre avec ça. Hein? C'est eux autres qui mènent le show. Divergence des participants autour des termes
horizon de temps considérable. Ça ne lui prend pas grand-chose pour s'entendre. Hein? Horizon de temps considérable pour augmenter les taux, là, il y a la divergence. Il y en a qui disent, je ne mettrai pas ça, ce mot-là, moi. Non, on va le laisser. Hein? Tu sais, c'est une game assez particulière, mais c'est ça qui fait bouger les marchés. Les turbulences en Asie et en Europe invitent la Fed à la réflexion avant de commencer à augmenter les taux d'intérêt, parce que ça brasse dans ces coins-là. Le marché du travail est léthargique, malgré que le chômage est en baisse. Hein? Tu vois, pas des deux bords de la bouche. Le chômage en baisse, mais le marché du travail est léthargique. Donc, parce qu'on ne crée pas nécessairement... On ne crée pas les mêmes emplois qu'avant la crise de 2008. Voilà, des emplois qui rémunèrent moins. Le revenu hebdomadaire des nouveaux travailleurs n'est pas nécessairement le même toujours que les employés, les travailleurs avant la crise de 2008, avant qu'ils perdent leur emploi. Et il y a toujours la sempiternelle question qui fait que, est-ce que le chômage baisse parce que le monde se décourage d'aller... De chercher de l'emploi. de chercher de l'emploi. Mais bon, cassons pas le party. Ça va bien à ce niveau-là pour le moment et ça baisse continuellement. On continue d'espérer que l'inflation va se raffermir. C'est le souhait de la Fed parce qu'ils trouvent ça un petit peu bas, eux autres, l'inflation. La Fed croit que la baisse de l'essence devrait aider à la consommation. Bon, regarde, c'est pas dénudé de sens. Hein? Ça coûte moins cher remplir notre réservoir d'essence. Ça nous laisse un peu plus d'argent pour consommer. Ça va peut-être aider pour le temps des fêtes aussi. Probablement. Alors que c'est une semaine écourtée cette semaine, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est le Black Friday vendredi, long week-end de la Thanksgiving aux États-Unis. C'est pire que Noël, eux autres. On verra, oui. Ils arrêtent 4 jours, quasiment. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les participants voient présentement le risque économique comme équilibré. La Fed constate que l'économie s'améliore malgré les inquiétudes au sujet du niveau d'inflation actuel. Ça, c'est leur plus grosse inquiétude. Là, c'est quand et à quelle vitesse. Hein? La question des taux d'intérêt, c'est pas vont-ils augmenter? On sait qu'un jour, ça va arriver. Mais c'est plutôt quand et à quelle vitesse. Plusieurs ont l'an 2015 en tête pour une augmentation. Tout devrait se faire lentement. On s'attend à beaucoup plus de précision au prochain meeting. Le prochain meeting là, en décembre, ce meeting-là va être important pour des précisions de la Fed sur ce qu'ils vont faire avec les taux d'intérêt. Alors, voilà pour l'FOMC. Voilà ce que ça donne en temps réel sur les marchés. En fait, c'est pas 10 heures qui est ici, là, une petite faute, là, c'est 2 heures. On est en plein après-midi, là. Donc, c'est le minute du meeting à 2 heures. On voit qu'il y a eu une grosse chandelle verte. Ça a monté. On est renversé par la suite, puis on est revenu pratiquement à un niveau de fermeture qui était égal à l'ouverture. Donc, pas trop de dommages, finalement, à la fin de la journée, mais beaucoup de volatilité intra-séance. C'est ça, évidemment, c'est bien bon pour les day traders. Prix à la consommation, bien ça a sorti flat, 0. Il s'attendait à 0,01. Encore une fois, comme on disait tantôt, c'est bon, c'est pas bon, tout est relatif. Là. La Fed voudrait bien que ça monte un peu. Il n'en faut pas trop non plus. Donc, on est encore un petit peu là, dans ce point d'équilibre-là. Et il y avait aussi, évidemment, il y a toujours cet élément-là, les prix à la consommation, tu as avec alimentation, énergie et sans. C'était plus que prévu, là. Voilà, effectivement. Donc, c'est encore là, c'est une bonne nouvelle ou pas. Tout est relatif à quelle vitesse que ça croît, puis si on atteint la cible de la Fed. On voit ici, sur un graphique, ce que ça donne. Lui aussi, c'est en dents de scie. On oscille là, entre le 0 et le 2 depuis déjà quelques années. Donc, à voir si la Fed va voir son vœu se réaliser. Demande de chômage, ça, par contre, c'est un petit peu décevant. On attendait à 2,84, on est sorti à 2,91. Donc, théoriquement, c'est pas bon. Par contre, le graphique, comme je suis souvent avec M. Gagnon, c'est pas le genre de graphique qu'on voudrait pour notre portefeuille, mais c'est le graphique qu'on veut pour la situation de l'emploi, un graphique qui est en décroissance, un graphique à vendre à découvert. Donc, ça descend tout le temps et c'est ça que la Fed veut. C'est quand même assez phénoménal. Hein? On était aux environs de 400 000 en 2012, hein? Et là, on est rendu en deçà de 300 000. Donc, chapeau à ce niveau-là. Des ventes de maisons existantes, jeudi. Ça aussi, mieux prévu. Voilà, 5,15, c'est sorti à 5,26 millions. Le graphique, là aussi, assez intéressant. Et il y a 2 graphiques qui se comparent ici. Il y a les taux d'intérêt, la ligne rouge, et les bâtonnets gris, c'est le résultat là, des ventes de maisons existantes. On voit qu'il y a une corrélation, une divergence, en fait, une corrélation divergente là, entre les taux d'intérêt qui baissent et les ventes de maisons existantes qui montent, ce qui est un peu, je pense, la grosse logique. Et sur les marchés, c'était à 8h30, demande de chômage. Il y a eu beaucoup de volatilité. On voit ici les mèches de chandelle, là, ça a brassé un peu. Finalement, c'est parti à la baisse. À 9h30, on est
parti à la hausse et les ventes de maisons existantes ont donné un coup de pouce au marché. On a fini la journée à la hausse avec un pointage neutre la semaine passée et une semaine encore haussière et on a encore battu des records. On a encore battu des records, 5 séances d'affilée de gains, comme je le disais, sur le marché américain, nouveau sommet. Et là, après la pause, on va se pencher particulièrement sur l'évolution du prix du pétrole, comment le transiger, bien distinguer celui de Londres de celui de New York. Alors, à tout de suite, mesdames et messieurs. De retour à l'émission, on s'investit en compagnie de Régent-Paul de Daytrader Canada. On va parler de pétrole et on va garder du temps avant que Régent-Paul nous quitte pour répondre à la question de Pierre qui avait des questions sur des titres américains. Alors, on va faire l'analyse technique pour vous de ces titres-là. Mais pour commencer d'abord, démystifier la négociation du pétrole à la bourse. Oui, bon, je ne me veux pas un grand connaisseur non plus, mais bon, en tant que trader, évidemment, on est toujours un petit peu appelé à se renseigner sur ce qu'on transige. Donc, on fait un petit pétrole 101, WTI versus Brent. Hein, c'est pas mal les deux références à l'heure actuelle. Puis les FNB, qui sont les fonds négociés en bourse, ou les ETF en anglais, Exchange Traded Fund, qu'on peut utiliser pour transiger le fameux pétrole. Donc, WTI versus Brent, il existe plusieurs indices de référence au pétrole. Ils permettent aux investisseurs de suivre les cours de différents types de pétrole provenant de différentes régions du marché. Parmi ceux-ci figurent deux indices d'importance qui sont suivis par la majorité des investisseurs qui s'intéressent au prix du pétrole. Le WTI, à tout seigneur, tout honneur, West Texas Intermediate, ou Texas Light Sweet, qui est l'ancien Sweet Light Crude, là. Léger doux est un pétrole de haute qualité. Il est caractérisé par sa faible densité, de là son caractéristique de light, qui le rend moins lourd que l'eau, et par sa faible teneur en soufre, qui les rend sucrés. De là l'expression sweet. Peut-être pas au point de boire, mais ouais, on va avoir une surprise là-dessus tantôt. WTI est utilisé à titre de référence pour le pétrole nord-américain principalement. D'accord. Bon, on parlait de pas d'en boire. Aussi incroyable, ça peut se paraître. À l'époque, on recule dans le temps, là, les premiers prospecteurs goûtaient au pétrole pour en déterminer sa qualité. Oui, effectivement. Ceci a contribué au qualificatif de sweet, sucré. C'est de là que c'est venu parce que, théoriquement, il faut comme un peu le goûter pour savoir qu'il est sucré. Bon, à noter, les quantités dégustées étaient très petites. Hein? On s'entend, ils ne prenaient pas un verre, là, comme croquer dans l'or. Puis bon, à une certaine époque, il n'y avait pas les laboratoires qu'on a aujourd'hui, fait qu'ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Bon, j'aurais pas aimé faire ce job-là, moi, testeur de pétrole, mais bon. Alors, les avantages de WTI dus à sa plus faible teneur en soufre, le WTI a un goût plus sucré que le Brent, et qui, lui, est beaucoup plus amer ou aigre. Puis cette faible teneur en soufre a des avantages intéressants pour les raffineries, parce qu'il est plus facile à raffiner, puis il répond aussi plus aisément aux normes environnementales sur le soufre. On sait que c'est important aujourd'hui, là, donc c'est des avantages ça, pour le WTI. La référence change. Le WTI a longtemps été la référence du prix de pétrole. Cependant, aujourd'hui, de plus en plus, il y a d'autres références qui représentent mieux le marché mondial, dont le fameux Brent Crude. C'est une autre classification du Sweet Light Crude. C'est aussi un Sweet Light, là. Et c'est maintenant une référence mondiale pour le prix du pétrole. Le Brent provient du nord-ouest de l'Europe. Aussi utilisé par plusieurs autres régions telles que l'Afrique et l'Asie. Il est en sorte une référence pour approximativement 2/3 des réserves de pétrole rangées mondialement. Donc, c'est pas une petite... C'est ça. L'autre est très bien connu, mais on se rend compte que le Brent, dans le fond, est peut-être plus mondial que le WTI. Alors, des prix différents, ça, c'est important de comprendre ça aussi. Il est important de noter que le prix du pétrole n'est pas uniforme d'une référence à l'autre, puis les différences peuvent être importantes. À titre d'exemple, le prix du Brent et du WTI pour la semaine du 17 novembre 2014, c'est pas longtemps, ça. Le Brent est à 80,36, puis le WTI est à 76,51. On parle d'un baril, là. Alors, les mouvements en pourcentage aussi peuvent beaucoup varier d'un à l'autre. Le pétrole est en chute libre, situation actuelle du pétrole, que ce soit le Brent ou le crude. Ça 30% de baisse depuis le mois de juin. Voilà. Puis on ne s'est pas consulté avant. C'est exactement le chiffre qui est là. Alors, je vous reconnais toujours là, à la fine pointe des données. En juin 2014, le WTI a atteint un sommet de 107,68. Et comme vous mentionnez, là, il a ensuite chuté de plus de 30 jusqu'au 14 novembre, où il a trouvé le fond
Du baril, peut-être, c'est ça. On ne sait pas. La réunion de jeudi va être importante. Effectivement. À 73,25. Trancher le pétrole par l'entremise d'un contrat à terme, ça peut être difficile parce que c'est surtout ça qui est utilisé en règle générale. Heureusement, il existe d'autres instruments financiers pour le commun des mortels, nous tous, pour nous permettre de trancher le pétrole. Ce sont les fameux FNB. Alors, FNB sur le pétrole sont nombreux, mais il est important de savoir qu'il y a des points à considérer avant de faire un choix. Premièrement, pas tous les FNB sur le pétrole bénéficient d'un volume transactionnel suffisant pour les rendre facilement négociables. Faire attention à ça. Plusieurs de ces FNB ont des volumes transactionnels qui atteignent même pas 100 000 par jour. Donc, il ne faut pas toucher à ça, là. C'est pas intéressant comme volume. Ça les rend difficiles à être transigés. Puis aussi, évidemment, ceux-là n'ont pas d'options. Ils sont trop petits. Fait que ça devient difficile de prendre des options là-dessus qui sont souvent intéressantes en passant. Une bonne idée est toujours vérifier le volume transactionnel puis la possibilité de prendre des options sur des FNB. Nous, on ne va pas aux instruments financiers sur lesquels on ne peut pas mettre d'options. Si on a à se couvrir, on veut savoir qu'on peut le faire et qu'on peut se protéger. Il est important de noter que les ETC, Exchange Traded Commodity, sont en général basés sur des contrats à terme pour établir leur valeur. Et ceci, dans certains cas, là, ça peut créer des mouvements imprévisibles puis pas toujours corrélés avec le FNB qui, lui, est aligné sur le sous-jacent. Je ne vais pas compliquer les choses, mais c'est comme si à un moment donné, le pétrole monte, mettons que ce serait le cas, puis le FNB que tu as choisi descend. C'est parce qu'il y a des contrats à terme, puis les contrats à terme, la croissance n'est pas suffisante pour faire augmenter le contrat. Donc, évitez les contrats à terme dans les FNB. Les principaux FNB puis les pour et contre, USO, il y en est un bien connu, bien utilisé. C'est un FNB composé à 100 de contrats à terme. Par contre, pour le mois le plus rapproché du spot pour le WTI, il y a un volume transactionnel d'à peu près 10 millions par jour, donc correct au niveau du volume. Un actif sous gestion de 700 millions, correct aussi. Un candidat intéressant, sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est des contrats à terme. Donc, il faut faire attention quand on parle de contrats à terme. Un exemple, voici le graphique en mois de USO depuis 2008. On voit, là, depuis 2009 à aujourd'hui, c'est flat. Ah oui? Ça n'a pas été la situation du pétrole. Si on regarde le prix du pétrole, il y a eu énormément de volatilité. On est monté à des sommets, puis on est retombé. C'est ce que j'expliquais tantôt, là. Bien que le pétrole a connu une ascension fulgurante, l'USO n'a pas suivi parce que c'est des contrats à terme. Donc, il faut faire attention à ça. BNO, United States Brent Oil Fund, l'autre, c'est le WTI, ça, c'est sur le Brent. 100 de contrats à terme, lui aussi, donc il faut être prudent. Ouais. Volume transactionnel très faible, 50 000 par jour, tout soumis d'oublier ça. Puis un AUM aussi qui est très faible. Donc, c'est pas un ETF intéressant, ça, pour l'investisseur autonome. Alors, OIH, là, on tombe dans de l'intéressant. 91 d'entreprises américaines. Pondération inégale avec Schlumberger qui est en tête avec 22 du poids dans cet ETF-là. Il provient du Royaume-Uni et du Luxembourg. OIH est un FNB de taille, 1,4 milliard de AUM puis 10 millions de volume. On voit, lui... Donc ça, c'est intéressant, puis ça suit vraiment le prix du pétrole. Ouais, on le voit là. Et actuellement, c'est un signal baissier qu'on a sur OIH. Alors, rapidement, XOP, qui est un autre intéressant à transiger avec un bon volume et un bon aussi actif sous gestion. On voit que c'est le même graphique que OIH. Oui, c'est ça, ça suit. Et je vois rapidement pour la question qui suit, là, puis XLE, toujours intéressant à transiger, un des plus gros dans le domaine. Par contre, il n'y a pas une pondération égale. Donc, ExxonMobil mène le bal avec 16 du poids de ce FNB-là. Donc, il faut aussi prendre ça en considération. Voici le graphique qui ressemble un petit peu à ceux qu'on a vus avant. Ils sont tous baissiers actuellement. Okay. Donc, en conclusion, il y en a pour tous les goûts. Juste s'assurer de faire le bon choix, puis évidemment, dans ma direction. Bien oui. Et là, c'est baissier. Les trois derniers que vous avez les mentionnés. Les trois sont baissiers. Ceux qui on évite les le contrats mieux. à terme là-dedans, à moins qu'on connaisse ça. Parfait. On va répondre à la question de Pierre. Il nous reste 2 minutes. On va faire... D'abord, il se demande, il a des titres de Johnson & Johnson. L'action vaut 107 si je ne me trompe pas, actuellement. Et il se demande quoi faire avec le titre de Johnson & Johnson. Qu'est-ce que vous en pensez techniquement parlant du titre de Johnson & Johnson, qui offre quand même un bon dividende, 2,76 une action qui a fortement grimpé ces dernières années. Oui. Si je ne me trompe pas. C'est dur de parler en mal de Johnson & Johnson. Je n'ai jamais vraiment connu de baisse véritable en toute l'histoire, en part évidemment le crash comme tout le monde. Mais encore, regardez, 2008-2009, il n'y a pas eu une grosse baisse. Consommation de base. Ouais. On l'avait analysé ici ensemble, nous, 2012-2013. On le donnait haussier, sortait d'un triangle. Ça a fonctionné depuis le temps. Il est encore haussier actuellement. Donc, pas grand-chose à dire, sauf que, bon, quand même. Il a beaucoup monté. Oui, mais c'est ça, beaucoup monté, quand même un peu dispendieux. Et peut-être là, actuellement, là, sur une petite retrace, on voit actuellement qu'il est un petit peu dans un mouvement de côté, peut-être
peut-être attendre qu'il reprenne à la hausse si on veut le transiger. Mais bon, c'est des conglomérats. Hein. C'est sûr que c'est difficile. Un bon dividende. La cible est quand même auprès de 110 $. Le titre est à 107 $ l'action, mais effectivement, il y a beaucoup de ce qu'on appelait avant des blue chips. Oui, c'est ça. Donc, si on le garde, l'acheter, puis ça devient, c'est quand même 100 $. Oui. On a le temps, il reste 30 secondes, mais un petit mot sur Intel. Oui, Intel, ce cher Intel. INTC. Oui, Intel, bien, il va un petit peu comme le Nasdaq va, évidemment. Hein. Intel a connu une bonne croissance. Là, on arrive sur une résistance actuellement. Donc, ça ne sera peut-être pas le temps de prendre une position. De l'acheter. Parfait, patience. Merci beaucoup, Jean-Paul. À la prochaine. Après la pause, Richard Giroux est avec nous.